Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Entre Génie, le podcast où on parle des parcours inspirants en ingénierie au Québec. On a eu la chance cette semaine de recevoir Yves Saint-Amand, professeur et directeur au département de génie mécanique à l'Université Laval. C'est un professeur qui est très impliqué auprès des élèves. Il enseigne 3 cours costauds durant le baccalauréat, dont dynamique des vibrations, éléments de transmission de puissance et dynamique de la commande appliquée. Yves nous a beaucoup aidé dans la réalisation de ce projet. On le remercie grandement. Oui, en effet. Puis pour vous parler un petit peu des grandes lignes de ce qu'on a parlé dans le podcast, on a eu la chance de parler de son parcours, notamment qu'il a grandi sur une ferme. Il a dû reprendre la ferme quand même à un âge assez jeune, puis il s'est dirigé au cégep après. Il mentionnait qu'il ne savait même pas dans quoi aller. Honnêtement, c'est assez fascinant là, pour finalement devenir professeur au cégep. Il aimait moins ça, devenu professeur à l'université. Bref, il a un parcours très intéressant. On a pu aborder aussi ses temps libres. Puisque oui, Yves Saint-Amand a des temps libres, croyez-le ou non. On a parlé de la pertinence de la maîtrise ensuite, on a pris une petite tangente à ce niveau-là. C'est assez intéressant, là, il nous mentionnait de pourquoi on ferait une maîtrise, aussi si c'est encore d'actualité en fait, hein, parce qu'on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre à ce niveau-là. Lui, il nous parlait de quels sont ses travaux de doc aussi, notamment de ses brevets, des innovations qu'il a faites. Il a été super impliqué dans les éléments piézoélectriques, qui sont des éléments des matériaux en fait qui ont des propriétés différentes dépendamment de si on applique une différence de potentiel. C'était super intéressant de parler de ça. Il nous parlait aussi des brevets en ce moment qu'il y a pour optimiser la course à pied. Donc c'est assez mystérieux parce qu'il nous en disait pas trop vu que c'est un brevet, là, fait qu'il pouvait pas en divulguer trop, mais ça nous montrait vraiment à quel point le génie mécanique c'est polyvalent. Il a parlé aussi de son bac rapidement. Il nous mentionnait qu'il y a eu de la difficulté dans certains cours. Il va falloir être écouté jusqu'à la fin pour savoir lesquels. Il nous parlait aussi qu'il était impliqué dans les projets étudiants, de ce que ça y a apporté. En fait, il était impliqué dans le BAJA. BAJA, c'est un side-by-side, désolé de l'anglicisme, c'est comme un petit véhicule motorisé à 4 roues. Puis lui, il parlait des implications qu'il y avait là-dedans, puis de où est-ce que c'est rendu le projet maintenant versus lui, ce que c'était dans le temps. Fait que ça a été super intéressant à ce niveau-là. Puis là, j'oublie probablement plein d'autres choses, mais sinon, Phil, avais-tu les autres choses qui me manquaient, c'était quoi? Oui, il nous a parlé des conseils pour la fin de notre bac, aussi des conseils pour les futurs étudiants au baccalauréat en génie mécanique. On a aussi abordé le sujet de c'est quoi être directeur du département, entre autres les tâches et les différentes visions à long terme. Puis pourquoi il a choisi d'être directeur du département et plein d'autres sujets intéressants. Pour en apprendre davantage, on vous laisse écouter le podcast. Bonne écoute à tous. Bonne écoute. Profitez-en. Bonjour Yves. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Yves, en partant, ça te dérange pas si on te tutoie pour le restant du podcast? Pas du tout, on se connaît assez pour ça, ça me fait plaisir. Bon, excellent. Premier podcast, on se sent comment? Je dirais pas stressé, mais fébrile. On va commencer par te laisser te présenter un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené en génie mécanique. Tu peux aller en précision ou pas en précision. On va te laisser te présenter pour notre auditoire. J'allais te demander si je peux tutoyer aussi, bien sûr. Je peux vous tutoyer les deux? Ben oui. Sans problème. Super, excellent. La version courte, la version longue? La version longue. Ah, on a du temps aujourd'hui. Écoutez, moi, je recule très très loin. Là. Je suis premièrement, moi je suis né sur une ferme laitière. Donc j'ai travaillé sur la ferme. Pour moi, jusqu'à 14 ans, j'étais dans ma tête, je reprenais la ferme chez moi, j'étais la relève. Et puis 14 ans, mon père a été malade, peu importe, puis j'ai repris la ferme familiale en charge pendant 10 mois à peu près. Et puis, mon père avait une maladie à ce moment-là, puis on a changé un peu les plans à partir de ce moment-là. Il a fallu comment un peu vendre les actifs de la ferme. Puis finalement, je suis allé au cégep, je savais, génie mécanique, je connaissais pas ça. La meilleure preuve de ça, c'est que pour moi, j'avais des cours options au cégep, puis il y avait des cours de résistance des matériaux, puis c'était des cours que j'évitais de prendre. Donc, ça donne une idée comment je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'étais arrivé après ça à la fin du cégep, pas tout à fait à la fin, mais il fallait faire des demandes d'admission à l'université. J'aimais les maths. Puis donc, je me posais la question, qu'est-ce que je fais exactement? Puis, j'avais mathématiques qui m'intéressaient, j'avais actuariat qui m'intéressait. Puis après ça, génie mécanique m'intéressait pour une raison. Des fois, il y a des choix qui sont pas rationnels beaucoup.
mes frères, j'ai 2 frères plus âgés. Il y en a un qui est à l'université en génie électrique, ici à l'Université Laval. Puis j'étais venu visiter avec lui à un moment donné. Puis j'avais vu les projets étudiants. Puis les projets étudiants, dans ce temps-là, il y avait toujours Baja SAE, il y avait Super Millage qui sont encore actifs. Donc Avion Cargo était là aussi. Formule SAE, donc Baja et tout ça. Et puis, dans ce temps-là, fait intéressant, c'est que le local des projets étudiants, c'était l'aile du zéro au sous-sol, c'était le corridor. Il n'y avait pas de local dans ce temps-là. Puis j'avais vu les projets, puis j'ai dit, c'est donc bien le fun, ça, c'est super trippant. Fait que j'avais le choix, je faisais des maths ou bien j'allais en génie mécanique. Puis finalement, le choix n'est pas tellement plus rationnel. J'étais arrivé dans les visites, j'ai visité Actuaria, puis j'ai dit, une cravate et un veston, ça m'intéresse pas. Je m'en vais en génie mécanique juste pour cette raison-là. Puis, je suis embarqué en génie mécanique en ne sachant pas exactement ce que c'est. J'avais une base mécanique, moi, qui était au niveau de la ferme, qui était intéressante, mais je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, là. Donc, c'est comme ça que j'ai arrivé dans le baccalauréat en génie mécanique. Au cégep, est-ce que tu avais fait une technique ou sciences de la nature? Tu avais pris des cours options comme résistance des matériaux que nous, on n'avait pas nécessairement. Donc, c'était sciences de la nature, mais il s'offrait au cégep où j'étais la technique en génie mécanique. Et puis, à ce moment-là, il y avait des cours options qui étaient possibles. J'avais une autre question. Oui. C'est une question que Jérémy avait, mais je vais me lancer, je vais te la poser. Est-ce que grandir sur une ferme, ça t'a apporté quelque chose, une qualité, une valeur? L'éthique de travail, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'es vraiment fier d'avoir grandi sur une ferme? C'est une expérience, un bagage que c'est pas tout le monde qui a, dire pour du monde de la ville, mais... Oui, il faut faire attention, il ne faut pas être péjoratif. Il y a des avantages d'être en ville, il y a des avantages d'être en campagne, mais c'est certain que pour moi, une des valeurs pour moi qui était excessive, d'un point de vue personnel, là, qui était excessivement importante, c'est la proximité familiale entre parents et enfants. Ça, c'est un point que j'avais en étant sur une ferme. C'est une valeur hyper importante que je trouvais difficile après ça. Quand moi, j'étais en ville après ça, j'enseignais à l'université. Donc, de traduire ça, j'ai trouvé ça plus difficile dans ma vie personnelle. Mais au niveau professionnel, c'est clair que l'éthique de travail, puis la notion de travailler fort pour obtenir des résultats sur une ferme, t'as pas le choix. Même aujourd'hui, au niveau de ma conjointe, je m'excuse, on a mes 2 beaux-frères, en fait, ont des fermes, puis ça reste encore la même éthique de travail qui doit être là. Puis cette éthique de travail-là, pour moi, il n'y a pas grande différence entre professeur universitaire et puis être sur une ferme, c'est les mêmes heures à peu près, c'est le même pour moi, c'est le même lever le matin. Je suis quelqu'un qui me lève à 5 heures le matin pour travailler. Puis c'est ça, la différence, c'est que plutôt que d'être au froid l'hiver ou d'être aux grosses chaleurs l'été, mais je suis à l'air climatisé, puis je suis tout le temps à la même température dans un bureau. T'avais-tu quelque chose en tête, Phil, ou ben? Yves a mentionné qu'il dormait pas beaucoup. Ouais. Jérémy, je vais te laisser. Ouais, 100%. Non, on peut se lancer un petit peu dans ce segment-là. Le temps libre. Ouais, exactement. Dans le fond, tu sais, on sait que t'es des directeurs de département depuis combien d'années déjà? 3 ans. Tu veux le nombre de jours aussi? Non, je pense pas qu'on a besoin de nombre de jours. Mais ce train de vie-là, c'est comment que tu vis ça? Puis comparé justement, mettons, à tes beaux-frères, je pense que tu sais, tes frères qui sont encore sur la ferme, est-ce que tu penses qu'il y a encore une certaine corrélation entre les deux? C'est certain que, bon, tu me parles de temps libre, c'est intéressant en fait. C'est quoi un temps libre? Ça dépend de notre relation en fait avec je dirais la vie professionnelle puis la vie personnelle. Puis effectivement, quand tu es dans l'agriculture, tu sépares souvent pas la vie personnelle de la vie professionnelle. Et puis je dirais qu'à l'université, c'est un modèle aussi que j'ai pas séparé non plus beaucoup ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Puis c'est une des choses au niveau familial que je trouvais difficile au départ. Et puis c'est pour ça entre autres, je pars un peu sur une dérive, mais au niveau, la seule façon que j'ai trouvé de rester proche de mes enfants, c'est de les coacher dans le sport. Donc là, ça m'obligeait à être avec eux autres. Je le faisais par plaisir, mais au moins je m'assurais d'avoir une proximité avec eux autres. Parce que au niveau de l'université, comment ils pouvaient travailler avec moi, là, c'est pas évident. Là, ils sont rendus à un âge où c'est plus facile. Et puis, s'il y a une proximité à installer au niveau des activités, il peut y en avoir une à ce moment-là. Mais j'ai perdu totalement le sens de ta question. Dans le fond, ça répond un petit peu, tes temps libres, c'est joindre l'utile à l'agréable. Ben, c'est certain que au niveau de ce que je fais au niveau de l'université, c'est certain que j'aime vraiment ce que je fais à tous les niveaux. Donc, j'enseigne
j'adore ça. Je fais de la recherche, j'adore ça. J'ai pris le poste de directeur de département. Je n'ai pas voulu céder l'enseignement, pas céder la recherche non plus. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai des horaires qui sont, on va dire, qui sont pas trop vivables, mais que c'est un coup à donner, puis tout simplement, puis ça devient que les temps libres font partie de la vie professionnelle, tout simplement. Mais à partir du moment où tu vis bien avec ça, pour moi, il y a pas d'enjeu. Tu vis très, très, très bien avec ça. Donc, le fait de pas avoir de temps libre, j'en ai des temps libres. J'installe mes pneus de dos dans ce temps-là. Je commence des rénovations. Je recommence les mêmes rénovations. Donc, j'ai pas le temps de les terminer. Donc, j'essaie de continuer les rénovations. Ça ressemble à ça un peu, mes temps libres. Donc, même si tu avais plus de temps libre, tu ferais les mêmes choses au final. C'est fort possible. C'est fort possible parce que veux pas, ce qui me passionne au niveau recherche, c'est une chose, mais à un moment donné, on voit des opportunités, par exemple, en programmation. Je connaissais rien en Python. J'étais quelqu'un qui programme en MATLAB, donc Python est un langage qui est arrivé depuis quelques années. MATLAB est un langage plus mathématique qui existe depuis les années 80-90. Et puis, oui, ça fait partie de mes temps libres de regarder comment on programme en Python, puis de devenir bon en programmant en Python, notamment. Et moi, je vais te relancer. Temps libre, moi, je vois un peu ça comme c'est quoi qui te permet de décrocher du travail lié à l'école, quelque chose de vraiment différent. Tu as mentionné que tu as été entraîneur sportif. Est-ce que le sport, ou quels sont les sports qui t'aident à décrocher? Donc, si je regarde aujourd'hui, pour moi, effectivement, les dernières années, honnêtement, avec la COVID aussi, parce que je suis arrivé à la direction du département pendant la COVID, ça a été vraiment pas évident en termes de temps libre. Et puis, en fait, je m'amuse à dire souvent que mes temps libres étaient de prendre finalement 20 livres de poids dans les 3 dernières années. Maintenant, je suis un équilibre un peu plus intéressant. J'ai recommencé à m'entraîner, notamment récemment durant l'été. Et puis, dans un objectif d'être plus en forme, mais dans mes temps libres, effectivement, si je recule dans le passé, j'ai joué au soccer, après ça, j'ai fait un entraînement de boxe, j'ai pas fait de boxe, mais j'ai fait un entraînement de boxe par le passé. Après ça, quand les enfants étaient dans l'âge de jouer au soccer, effectivement, pour moi, c'était un très gros emploi du temps qui était un temps libre qui me permettait de décrocher. Mais effectivement, le sport est une façon de décrocher. Puis je dirais aussi, au niveau des travaux à la maison, c'est drôle, mais plastrer des murs, j'aime ça. Ça me permet de décrocher. Donc, c'est le genre de choses que je fais. Est-ce que fan de musique aussi? Est-ce que tu écoutes de la musique dans tes temps libres? Je suis un fan de musique. Je suis pas un fan de musique dans le sens où je vais m'accrocher sur des groupes, je vais m'accrocher sur un style particulier. Je vais écouter du classique, je vais écouter du Iron Maiden, je vais écouter du Metallica, je vais écouter à peu près de n'importe quoi. Tout ce que les enfants écoutent, je vais l'écouter. Et puis, j'ai pas de mémoire pour ça. Mon cerveau ne retient absolument rien à ce niveau-là. Donc, un fan général, oui. La date, c'est vraiment bon. Je peux faire un petit segment. On peut faire une petite pause, relaxer un peu. Ouais, c'est ça, parce que je trouve que c'est vraiment bon à dater. Honnêtement, là, super intéressant. D'ailleurs, Yves, moi, j'aurais pas fini sur le segment le milieu agricole. Moi, je sais pas si on inclura ça au podcast, mais moi, je trouve ça fascinant vraiment du monde qui vient du milieu agricole. Tu sais, c'est vraiment pas typique. Je me demandais, t'en vois-tu au courant des années qui passent, qui ont des parcours similaires à toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, ou ben c'est quelque chose que c'est assez atypique, que tu vois pas beaucoup, c'est quelque chose que t'aimerais promouvoir. Je serais curieux d'avoir ton avis à ce niveau-là. C'est difficile pour moi de dire, en fait, s'il y en a beaucoup, mais il y en a. Puis c'est super intéressant parce que quand j'enseigne dans les cours, comment je crie pas ça sur tous les toits, mais ça arrive qu'au niveau des expériences, si je donne le cours d'éléments de transition de puissance, par exemple, je parle de composants de machine, veux pas, mais les enseignements, à un moment donné, j'ai des expériences de vie qui font en sorte qu'il y a des composantes que j'ai vues qui ont pas fonctionné au niveau de l'équipement agricole que je présente. Puis après ça, j'ai des discussions avec certaines personnes, puis il y en a plus qu'on pense. Puis ces personnes-là, effectivement, on parle beaucoup de première génération universitaire, deuxième génération universitaire, troisième génération universitaire, par exemple. Puis ça signifie la première génération universitaire, c'est quand tes parents n'étaient pas à l'université. Quand tu es en deuxième génération universitaire, c'est que tes parents l'étaient. Et en troisième, c'est que là, tes grands-parents l'étaient. Et puis effectivement, de promouvoir au niveau de la première génération universitaire, c'est super important. Puis chez moi, les valeurs d'éducation étaient excessivement importantes. Mon père s'amusait tout le temps à me dire, moi j'ai été à école 3 jours, puis la maîtresse n'était pas là. C'était pas loin d'être la vérité. En fait, il avait été à école jusqu'à la 4e année de mémoire, puis ma mère un petit peu plus que ça.
Mais c'était... puis ma mère est encore en vie, donc c'est une personne excessivement éduquée, qui n'a pas été à l'école, mais très éduquée. Puis mon père a appris autodidacte, qui est excessivement éduqué aussi en ce sens-là. Et puis ça, nécessairement, ça vient nous influencer. Puis je pense que toute personne dans le milieu agricole a un peu cette caractéristique d'être curieux, de vouloir régler les problèmes, parce que des problèmes, il y en arrive à gauche, à droite. C'est une entreprise, en fait, un milieu agricole, tout simplement. Puis, on doit régler un paquet de problèmes. Les problèmes sont de plus en plus complexes aujourd'hui parce que il y a de l'automatisation qui arrive, ça devient de l'industrialisation. Mais définitivement, c'est vraiment une plus-value, je pense. Mais, encore là, je voudrais pas polariser le discours en disant qu'il y a juste ça. Il y a d'autres personnes qui vivent on a chacun notre expérience. Certaines personnes arrivent avec leurs parents, ont des entreprises dans le domaine du service. Puis chacun de ces domaines-là amène une couleur qui est intéressante, une qualité qui est intéressante, là. Sur la même lancée, honnêtement, on avait cette question-là un petit peu de réservée, là, mais je pense que c'est un bon segment par ça. Le monde qui sont du milieu agricole, qui font des doctorats, il doit peut-être en avoir encore moins, j'imagine. Tu dois quand même être dans des exceptions, là. C'est assez surtout, on pourra se lancer là-dedans plus tard, mais dans les éléments piézoélectriques, on s'imagine que ça pousse pas dans des champs, là. Ben oui, ça, effectivement, c'est une bonne question. Je ne sais pas la quantité d'étudiants ou d'étudiantes aussi, parce qu'il y a des filles en génie mécanique aussi. Puis je ne le sais pas, mais je me destinais pas vers un doctorat, mais pas du tout. Moi, quand j'ai fait mon bac en génie mécanique, je vous l'ai indiqué, je savais pas ce que ça faisait en réalité, mais j'étais intéressé par essentiellement la physique des choses. Puis c'est ce qu'est le génie mécanique pour moi. Et ça, puis deux, on m'avait dit, une job, il n'y en a pas de problème, tu vas en avoir une en sortant. Fait que ça, c'était un deuxième affaire de régler. Et puis je me suis toujours dit, au pire, je reviendrai sur une ferme. Fait que j'avais pas trop d'enjeux à ce niveau-là. Puis j'ai avancé. Moi, quand je suis rentré, j'ai fait un an. Après ça, je suis allé retravailler sur la ferme durant l'été. Durant ma deuxième année, j'ai participé à l'équipe Baja SAE. J'ai, après ça, fait un stage en recherche. Bon, pourquoi j'ai fait un stage en recherche à l'université? Encore là, pas très original, je m'en excuse. Mon frère avait fait un stage de recherche à l'université. Il y avait une bourse RSNG. J'avais une bourse RSNG à ce moment-là. Et c'était intéressant. Je devais travailler à ce moment-là. J'avais demandé à travailler avec Clément Gosselin. Et Clément était finalement en année d'études de recherche. Et puis, on m'avait redirigé vers Denis Rancourt, qui est un professeur qui était ici, qui est maintenant à l'Université de Sherbrooke, qui est maintenant un collaborateur très, très proche avec moi encore. Et puis, j'ai travaillé à ce moment-là. C'était super intéressant. On parle de Pentium 2 à ce moment-là, des processeurs 486. On partait des calculs au début de l'été qui devaient prendre 2 mois. Puis, juste en programmation, c'était de la programmation MATLAB à ce moment-là. Puis, finalement, on avait trouvé des façons d'optimiser ça. On était rendu en 48 heures de calcul pour être capable de faire les mêmes analyses. Et puis, c'est déjà dans une unité de calcul, quand on avait déjà optimisé ça au départ, c'était déjà beaucoup plus vite que les données avaient été prises 3 ans avant. C'était en collaboration avec le MIT. À ce moment-là, un collaborateur à Denis Rancourt. Et puis, ça prenait 1 an de calcul 3 ans avant. Donc, l'évolution déjà des microprocesseurs à ce moment-là était telle qu'on pouvait faire de l'analyse. Puis, le projet de recherche que j'avais à ce moment-là, c'était de l'électromyographie. Donc, lorsqu'on exerce qu'on active un muscle en réalité, mais il y a des fibres qui se contractent grâce à des signaux qu'on appelle des signaux EMG. Et c'était de corréler ces signaux-là avec les niveaux de force musculaire. Et puis, c'était une expérience absolument extraordinaire. J'ai poursuivi le projet pendant mes études. J'étais allé présenter au New Jersey et j'avais justement mon directeur de thèse qui est Denis Rancourt, qui avait étudié à MIT. Et puis, il m'a dit, Yves, écoute, on va prendre le temps, on va arrêter à Boston, on va présenter dans le groupe à Hogan, qui était son directeur de thèse. Je me suis fait détruire, là, solidement au niveau de ma présentation. J'étais arrivé après ça au New Jersey, en conférence, j'étais Top Gun, j'étais vraiment prêt. C'était une expérience qui était vraiment extraordinaire. Mais après ça, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, de la recherche? Puis finalement, en conférence, je me suis dit,
il me semble, c'est pas ça que je veux faire, la recherche. Je regarde tout le monde qui est là, je regarde la façon qu'ils réfléchissent, je regarde la façon dont ils s'habillent. J'ai dit, c'est pas ça que je veux faire. Puis finalement, je me suis dit, j'étais dans le Bajau à ce moment-là, j'aimais tout ce qui est tout-terrain, ça me faisait triper à ce moment-là. On travaillait sur les développements de suspension notamment. Moi, j'étais responsable du design du châssis. Alors, on avait développé un châssis aluminium 6061 T6 à ce moment-là. Et puis, quand je regarde ce que nos équipes font aujourd'hui avec les processus de fabrication, c'est absolument extraordinaire ce qu'ils font aujourd'hui. Si je regarde ce qu'on faisait dans le temps, je suis gêné. Je suis vraiment gêné par rapport à ce qui est fait actuellement. Mais on n'avait pas les technologies à ce moment-là qu'il y avait aujourd'hui au niveau des carrosseries. Donc, on avait fait de la tôle pliée au niveau des... je m'excuse, au niveau de la carrosserie. Le véhicule, à ce moment-là, on est dans une compétition qui était amphibie. Donc, le véhicule devait flotter. On avait fait un système d'ajustement pour ajuster la hauteur des roues pour flotter, pour aller chercher les niveaux optimum au niveau de la propulsion. Donc, tout ça pour dire que j'ai été engagé chez Bombardier. Et puis, pas dans le groupe de recherche et développement, mais comme stagiaire au niveau de la chaîne, des chaînes de montage. Et à ce moment-là, j'ai fait des projets qui étaient intéressants, mais qui ne m'intéressaient pas suffisamment. Donc, c'est là que je me suis posé vraiment des questions. J'ai eu un certain plaisir, mais pas le plaisir que je m'attendais en entreprise. Et c'est là que je me suis dit, ouf, c'est-tu vraiment ça que je veux faire, aller travailler en entreprise? Mais ça m'en prend plus que ça. Et c'est là que, à l'automne, je suis arrivé, puis il y a eu un projet qui est arrivé, qui est affiché sur la porte d'un professeur, contrôle actif de vibration avec des céramiques piézoélectriques. Là, je regarde ça, je dis, c'est donc bien capoté, cette affaire-là. Puis là, j'en parle avec justement Denis Rancourt, qui était mon directeur de recherche au baccalauréat. Puis il me dit, écoute, c'est une occasion qui est vraiment super intéressante. C'est un projet en collaboration c'était en fait Li Cheng, qui est un professeur qui était ici, spécialisé en vibration. C'était mon mentor au niveau de l'apprentissage de la dynamique des systèmes vibratoires. Il y avait un contrat avec, à ce moment-là, The Avalon, qui est une filiale de Bombardier, pour faire du contrôle actif de vibration sur les planchers d'avion. Le but étant de réduire le niveau vibratoire pour réduire les émissions acoustiques, parce qu'au niveau des normes de l'aviation, les normes allaient être plus sévères, puis il fallait diminuer ces niveaux de rayonnement acoustique-là. Et donc, en fait, essentiellement, aujourd'hui, c'est très, très répandu. On parle de systèmes Bose, notamment, là, qui sont les pionniers au niveau du contrôle actif, au niveau des headphones, au niveau des écouteurs, essentiellement. Bien, on faisait la même chose à ce moment-là au niveau du contrôle de vibration, au niveau des planchers. Et donc, c'est comme ça que j'ai parti en recherche. C'est vraiment fascinant. Honnêtement, wow. Moi, j'aurais une question qui suit, c'est, tu as une très belle expérience, super intéressant. Qu'est-ce qui t'a mené vers l'enseignement ensuite? Parce qu'une maîtrise, un doctorat, on peut aller sur le marché du travail après, on peut être expert dans un certain domaine, mais pourquoi l'enseignement exactement? C'est une excellente question. Moi, après ça, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la vie qui sont, encore une fois, pas nécessairement rationnelles. Encore une fois, je m'en ai pas au niveau de l'enseignement universitaire, mais pas du tout. Donc là, on retourne, je suis durant ma maîtrise, c'est une maîtrise industrielle, c'est une maîtrise donc où il y a des livrables, le professeur a des livrables à chacun des 4 mois, donc quand même exigeant, super intéressant, mais avec un rythme quand même assez élevé. Et à un moment donné, durant ma maîtrise, je me suis posé la question, je commençais à trouver ça vraiment très, très rough, très dur. Et puis, je me demandais, j'aime-tu vraiment ça, la recherche, à ce moment-là? Et durant mon bac, moi, c'est arrivé souvent qu'on avait un groupe d'amis, qu'on se réunissait, puis que dans une matière, un enseignait la matière, l'autre enseignait la matière, et puis j'aimais ça, cette facette-là. Et il y a eu un affichage de poste à ce moment-là à Trois-Rivières pour enseigner des cours au cégep. Et puis, à ce moment-là, j'étais en grand questionnement, puis je me suis dit,
À ce moment-là, ma conjointe, qui est toujours ma conjointe aujourd'hui, vient du monde agricole. Et puis là, on se pose la question, peut-être que je pourrais l'enseigner au cégep. Puis en même temps, je vais reprendre finalement la ferme que j'avais pas repris chez moi, qui était toujours active, mais d'une façon modérée. Donc, je suis allé enseigner au cégep pendant ce moment-là. Et puis, j'ai enseigné pendant 4 mois au cégep. Et puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est intéressant, en fait. tranche de vie, une autre tranche de vie. Je donnais un cours de cotation fonctionnelle. Puis, moi, je donnais des exemples. J'allais chercher des exemples à gauche et à droite. Puis, ça allait bien, mon affaire. Les étudiants, ils trouvaient que ça allait vite un peu. Mais finalement, ça allait vraiment très, 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 très vite. Et puis, parce que finalement, j'ai passé la matière de 2 cours en 1. Et puis, grâce à ça, ils ont eu un cours de CAD à ce moment-là qui n'était pas prévu dans le programme, mais c'est là que je me suis aperçu, je me dis, Yves, finalement, est-ce que tu aimes vraiment ça enseigner au cégep? Pour moi, il manquait un peu cette vitesse-là. Et puis, aussi, en génie mécanique, ce que moi, j'aurais aimé ça enseigner au cégep, en fait, c'est vraiment la physique. Les maths, la physique, associées au génie mécanique, définitivement. Mais aller enseigner au cégep au niveau de la fabrication mécanique, au niveau des systèmes hydrauliques, je me trouvais imposteur à ce moment-là. Donc, j'aurais eu une occasion de rester dans ce monde-là, mais avec une connaissance qui n'est pas suffisante pour moi. Et je me suis dit à ce moment-là, non, ce que je veux faire, je vais aller plus loin. Et c'est là que finalement, j'ai appliqué à l'université au niveau du doctorat. J'ai eu la chance d'avoir des bourses à ce moment-là et d'avoir le privilège de pouvoir choisir ce que je voulais faire au doctorat. Si on essaie de se situer un petit peu temporellement là-dedans, en fond, tu mentionnes que c'est à la fin de ta maîtrise, je pense que tu as recherché pour un poste, ou c'est au début de ta maîtrise? En enseignement au cégep. En enseignement au cégep, c'est vraiment à la fin de ma maîtrise. OK, puis ça a duré combien de temps après ça au cégep, l'enseignement? 4 mois. 4 mois seulement? 4 mois seulement. Puis directement après... Après ça, je me suis dit non, ça ne me satisfait pas suffisamment. Et puis, j'ai eu une occasion de commencer un doctorat. Et là, je suis allé au doctorat à l'université. Et j'ai choisi l'Université Laval encore. J'ai fait de ma maîtrise en collaboration avec le privé qui était The Avalon. Et puis, je me suis posé beaucoup de questions parce que veux pas dans un cheminement universitaire de rester dans une même université. Si tu vises une carrière universitaire, ça peut être vu négativement. Et donc, puisque moi, je ne visais pas une carrière universitaire à ce moment-là, il n'y avait pas d'enjeu. Mais ce que je voulais vraiment, c'est d'avoir un projet et un directeur qui me permettrait vraiment de pousser la connaissance dans un domaine. Puis j'étais très, très ouvert à ce moment-là. J'ai commencé un doctorat sans savoir exactement ce que j'allais faire. Au final, tu nous as parlé de... tu voulais, dans le fond, aller au doctorat A parce que c'était pour la stimulation intellectuelle. Puis en B, c'était aussi par défaut que tu voulais pas nécessairement être prof seulement au cégep. Est-ce qu'il y en a un des deux dans ton ordre de priorité qui a été plus important dans ta décision ou les deux sont venus comme subséquemment? En fait, la réalité, je pense, je me rappelle, là, ça fait un beau bout de temps quand même, mais pour moi, l'enseignement au cégep, pour moi, je voyais pas la part que je pourrais avoir au niveau des étudiants. Je l'aurais eu probablement après 3, 4, 5 ans. Il aurait fallu que j'apprenne tout ce que les étudiants au cégep devaient apprendre au niveau technique. Et pour moi, je me sentais imposteur pendant 2, 3 ans d'enseigner ça. Donc, ça, c'était clair pour moi que je voulais pas aller vers ça. Et qu'est-ce qui a compté le plus après ça? Je dirais, j'avais une bourse du CRSNG pour étudier, donc pourquoi pas? Et je me suis dit, certains vont dire, oui, mais ça coupe des portes pour aller aller en entreprise. Je me disais à ce moment-là, pour moi, si j'ai déjà été capable de travailler sur une ferme, j'ai un doctorat, je suis toujours capable de retourner sur une ferme, je suis capable de retourner dans n'importe quelle entreprise. J'étais un peu naïf à ce moment-là, parce que veux pas un doctorat, ça fait quand même peur quand tu arrives à une entreprise. Justement, parce que quelqu'un qui fait un doctorat, c'est parce qu'il est intéressé d'aller plus loin. Et en ce sens-là, les entreprises le savent, ils disent, est-ce que la personne que j'engage va vraiment rester avec moi? Est-ce que je vais la satisfaire? Et à ce niveau-là, ils ont effectivement raison. Mais si la personne au doctorat se pose la question, est-ce que je devrais en faire un? Il faut se poser la question. Si tu as envie peut-être de faire un doctorat, c'est peut-être parce que tu n'as pas envie de faire la job, le travail que tu ferais standard au niveau de l'entreprise. Et c'est ce que je dis aux étudiants qui viennent me voir. Puis, je leur dis, écoutez,
Si tu y penses, c'est probablement parce que tu n'es pas satisfait. Mais vas-y, all-in, go, fais-le. Puis est-ce que cette valeur ajoutée-là au niveau de la maîtrise puis du doctorat, tu la vois toujours autant d'actualité? Tu sais, on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au niveau du génie mécanique. Les possibilités d'emploi sont super accessibles. Vois-tu encore cette plus-value-là au niveau du diplôme? C'est sûr qu'il y a une plus-value. C'est définitif. Maintenant, il faut regarder à quel niveau on la regarde. Aujourd'hui, effectivement, pour moi, les possibilités d'emploi sont super bonnes, sont vraiment très, très bonnes. Donc, si on pense au niveau du court terme, puis qu'on pense, est-ce que d'aller à la maîtrise va me permettre d'avoir une job d'une façon plus sûre? La réalité, aujourd'hui même, non. Si tu sors avec un baccalauréat, tu as un emploi, c'est sûr. Maintenant, dans le long terme, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? La maîtrise est là pour se développer davantage, d'occuper des postes où on va faire notamment de la recherche et le développement, notamment, ça fait partie des possibilités. C'est pas dit que quelqu'un qui a un baccalauréat ne peut pas faire de recherche et développement, mais il y a certaines entreprises qui exigent la maîtrise pour faire la recherche et développement. Et quand on fait un doctorat, c'est qu'on veut pousser davantage, qu'on va avoir vraiment un poste où encore se partir une entreprise en recherche et développement, notamment. Donc, pour moi, la question, c'est est-ce qu'une maîtrise, si je reprends la question, Jérémy, que tu avais, est-ce qu'une maîtrise, un doctorat, c'est nécessaire autant qu'avant pour avoir un emploi? Je pense que c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que tu as envie de faire de la recherche et développement avancée? Ben, va faire une maîtrise, notamment. Si tu as envie de faire encore plus avancé au niveau, faire la recherche fondamentale, occuper des postes au niveau plus scientifique, notamment, va faire un doctorat, définitivement. Moi, je serais curieux de savoir le processus de la maîtrise. T'es rendu professeur, t'as des étudiants à la maîtrise. Est-ce que c'est difficile d'avoir des étudiants? C'est quoi le chemin si quelqu'un veut faire une maîtrise? Comment il aborde un professeur? Où il trouve ses projets? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça marche? Certainement. Est-ce que c'est difficile d'avoir des étudiants à la maîtrise aujourd'hui? C'est certain que le contexte de l'emploi est très, très, très bon. Puis, veut pas, quand on est jeune, moi le premier, c'est on a une occasion, on pense vraiment très court terme. Donc, en ce sens-là, oui, c'est plus difficile d'avoir des étudiants à la maîtrise. Mais on en a quand même régulièrement. Puis, c'est vraiment le niveau. Puis l'idée de faire une maîtrise, il faut le faire pour les bonnes raisons aussi. Donc, il faut le faire, pour moi, pas nécessairement pour avoir un emploi, mais il faut le faire pour avoir un emploi qui nous intéresse. Une des erreurs souvent qu'on fait quand on va à la maîtrise, c'est de se poser la question, certains vont dire, oui, mais c'est pas exactement ça que je veux faire dans le futur. Mais là, maintenant, il faut faire attention, on va chercher des compétences à la maîtrise. Donc, si vous saviez le nombre de personnes que je connais qui ont fait un projet dans un domaine, qui ont été chercher des compétences, qui sont engagés pour les compétences et non pas pour le projet qu'ils ont fait, et qui sont aujourd'hui occupent des postes chez MDA à Montréal, chez CA Électronique, il y a des étudiants que j'ai co-dirigé ou dirigé au CRDV ici à Québec. Et puis, ils sont pas exactement dans ce qu'ils ont étudié, mais les compétences qu'ils ont développées lui ont permis d'avoir ces emplois-là, d'occuper des postes vraiment de qualité, puis qui sont intéressants pour eux. Puis, est-ce que c'est les professeurs qui décident des élèves? Est-ce qu'il y a un processus d'entrevue? Comment ça marche exactement? Ça, c'est excessivement varié parce qu'il y a plusieurs profils. On a aujourd'hui beaucoup de recherches à l'université qui est en partenariat avec des entreprises privées. Donc, un partenariat avec notamment le gouvernement canadien qui finance ou le gouvernement québécois qui finance et les entreprises. Donc, chacun met une portion d'argent. Et à ce moment-là, il y a des livrables pour l'entreprise. Et à ce moment-là, il y a des bourses qui viennent. Typiquement, donc, on parle de bourses aujourd'hui à la maîtrise, puis je voudrais pas engager personne au niveau des montants que je vais donner, mais typiquement, on a des bourses qui varient entre 17 000 aller à 25 000 à la maîtrise et à peu près 17 000 aussi à 27 000 au niveau doctorat. En génie, c'est souvent ça. Dans d'autres domaines, ça peut aller plus haut que ça. Et donc, à ce moment-là, quand on a des projets comme ça, ben, on va aller en affichage. Puis, si on va sur la page web du département de génie mécanique, il y a une section recherche notamment, puis il y a une section où on clique, on peut avoir les projets dans lesquels on cherche des étudiants ou des étudiantes actuellement. Donc, ça, c'est une façon de faire. Maintenant, il y a aussi des étudiants qui
vont appliquer d'eux-mêmes sur des bourses d'excellence au niveau CRSNG, au niveau FQRNT. Et là, à ce moment-là, quand on a un bon dossier scolaire comme ça, on peut approcher un professeur avant, lui dire « J'aimerais ça travailler avec vous. J'aimerais appliquer sur une bourse CRSNG, une bourse FQRNT. » Et là, il y a un peu plus de liberté sur le projet parce qu'on amène du financement à ce moment-là. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc, parfois, on affichage, parfois, moi, j'aime bien une bouche à l'oreille aussi à l'interne. Des étudiants qu'on côtoie au bac, qu'on voit de fil en aiguille qu'il y a des affinités au niveau de la façon de travailler, au niveau des intérêts d'études. Et puis, on les invite souvent à ce moment-là à dire « Ça ne tenterait pas de faire une maîtrise, ça ne tenterait pas de faire un doctorat. » Yves, on parlait de la maîtrise. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais parler de plus? Ben oui, effectivement. Moi, je serais curieux de mon côté, vous, la maîtrise. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vais te laisser en premier, je vais répondre après. Ouais, tu parlais tantôt de bourse à RSNJ, justement, là, je pense, je suis justement dans ces démarches-là. Le montant est exact. 17 000 à 25 000. Non, mais sans rigoler, moi, en effet, je me dirige vers une maîtrise avec André Bégin-Drolet. C'est en conception mécanique, puis c'est quand même un fait assez drôle, là. J'ai décidé ça il y a à peine 1 mois et demi. Puis durant tout le long du bac, j'étais le seul qui disait « Je vais jamais faire de maîtrise, ça sert à rien ». Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je travaille avec beaucoup de gens qui ont des études de 2e cycle. Puis, ont vraiment des expertises, une manière de penser, une méthodologie qui est complètement différente de ceux qui ont seulement le bac. Puis, je me suis dit, tu sais, crime, j'ai une chance en or, je travaille avec un professeur tout le temps. Pourquoi que je saisirais pas cette opportunité-là pour aller, justement, capitaliser, apprendre sur un système en particulier? Moi, j'ai choisi le Internet of Things, tu sais. C'est un peu drôle parce que je suis en génie mécanique, mais au final, je me ramasse à faire du génie informatique. Mais c'est vraiment d'aller chercher cette expertise-là pour justement arriver sur le marché du travail puis avoir quelque chose à apporter de plus, qui est pas juste de l'apprentissage sur YouTube, que oui, tu sais comment faire, mais que c'est avec des normes et des rigueurs industrielles. Donc, moi, je me dirige vraiment vers la maîtrise pour avoir cette expertise-là. Puis c'est pas mal ça. Je sais pas toi, Phil. Je suis un peu dans le même processus que toi. Moi, dans le fond, j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui ont fait des maîtrises. Au début, je me posais la question. J'ai eu une offre cet été à la suite de mon stage chez Pratt & Whitney à Longueuil. Je suis quelqu'un qui vient de la Rive-Sud de Montréal, donc c'est mon coin de pays. Mais je me suis posé la question, est-ce que je voudrais faire une maîtrise pour moi ou parce qu'il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui en font une? Puis mon stage, j'étais un peu en développement, l'équipe de recherche-développement chez Pratt, dans le développement des procédés. Puis j'ai vraiment aimé l'aspect qui était recherche, expérimentation, faire des tests, avoir ses résultats, analyser les résultats. Puis il y a une chaire de recherche qui s'en vient bientôt. Puis j'ai eu une opportunité pour en faire une. C'est à l'ETS. Puis c'est sur les nouveaux procédés de fabrication. Il y a l'ancien, c'est un projet sur le brasage aussi. Mais il va y avoir aussi sur le MIM, qui est le Metal Injection Molding, qui est un procédé assez nouveau dans l'aéronautique. Puis j'ai décidé de me lancer dans le processus de maîtrise que je vais commencer comme Jérémy l'été prochain. J'ai bien hâte de voir ce que ça amène les études au 2e cycle. C'est super intéressant. Puis moi, ce que je retiens, Jérémy, entre autres de ce que tu as présenté, tu t'en vas plus en génie informatique avec un bac en génie mécanique. Et puis, une des choses intéressantes d'un baccalauréat en génie mécanique pour ceux et celles qui savent pas trop dans quel bac aller en génie, bien, c'est un bac tellement généraliste, à la fois qu'on peut regarder des problématiques très mécaniques, mais c'est une formation qui nous ouvre à énormément de possibilités après ça. Donc, on n'est pas clos à ça. Donc, de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, notamment, des gens qui veulent faire de l'informatique, mais qui veulent après ça aussi avoir une autre expertise, mais souvent, je parle pas seulement de génie mécanique, mais génie civil, génie des eaux, génie industriel, génie chimique, il y en a un paquet. Bien, de plus en plus, on va avoir ce lien-là entre plusieurs domaines, dont l'informatique, les données massives, l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment super intéressant. Sur la même lancée, Yves, tu parles d'expertise. Pour quelqu'un qui a fait un doctorat, tu qualifierais ton expertise de comment? Puis, je ferai un petit pont avec ça. Le podcast, on veut vraiment mettre l'emphase sur l'apport à la science, vraiment, tu sais, à la curiosité. Puis on aimerait ça savoir l'effet concret de ce que tu as réalisé
est-ce qu'il y a des gens qui utilisent dans leur vie quotidienne les recherches que tu as faites? On aimerait ça que tu élabores peut-être un petit peu là-dessus. Oui, certainement, mais moi, j'ai un profil de recherche qui est assez, je dirais, généraliste, malgré tout. Je me suis pas spécialisé dans un domaine précis, donc j'ai fait un bac en général, j'ai fait une maîtrise en dynamique de vibration, contrôle actif. Je suis allé après ça au doctorat où je m'intéressais aux problématiques finalement, j'ai convergé parce qu'il y avait plusieurs sujets que j'ai abordés, mais à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est dans cette voie-là que je m'en vais, et j'ai été au niveau de l'aliment optique automatisé. C'est un doctorat avec Exfo, ici à Québec, notamment, et puis j'ai étudié à ce moment-là les problématiques de propagation d'ondes, qui sont en optique, mais qui sont un peu en lien avec ce que je faisais au niveau vibratoire. J'étais allé au postdoc, après ça, au postdoctorat, à l'Université de Sherbrooke, où là, je suis retourné en contrôle actif. On parlait de contrôle actif sur les bâtis d'hélicoptères pour contrôler les vibrations qui provenaient au niveau des roues dentées, notamment, de la transmission. Et après ça, j'ai été engagé comme professeur ici. Donc là, j'avais une expertise quand même qui était, pour moi, quand même généraliste. Oui, je suis spécialisé en vibration, en propagation d'ondes, mais j'avais pas un créneau très, très particulier. Et je m'intéressais beaucoup à ce moment-là à tout ce qui est matériaux intelligents. Matériaux intelligents, c'est un peu, je m'excuse du terme anglais, un buzzword, smart materials, où on a en fait la jonction entre deux domaines, notamment, ou plusieurs domaines. Donc, pour moi, la piézoélectricité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un système mécanique. Donc, essentiellement, c'est une céramique avec 2 électrodes et puis on alimente en tension, puis on a une déformation. Et à l'inverse, si on déforme, on a des charges électriques qui sont générées. Donc, on peut s'en servir comme capteur si on déforme, puis on peut s'en servir comme actionneur si on agit. Et donc, ça, des matériaux comme ça, il y en a une panoplie. On parle de liquide magnétorologique aujourd'hui, où on met des particules de fer, ça existe depuis les années 60, et des particules de fer dans l'huile. Et on fait passer un champ magnétique. Il y a un réalignement des particules qui fait en sorte que ça devient beaucoup plus visqueux. Et donc, à ce moment-là, on peut penser aux applications, notamment au niveau des suspensions actives ou semi-actives, je devrais dire dans ce cas-là. On parle aussi d'embrayage magnétorologique, où là, on peut avoir des embrayages où on fait passer des champs magnétiques et puis on a un système qui j'ai fige comme mot, là. Donc, ça vient à un pain et ça permet de passer un couple ou encore d'appliquer des freins. Donc, ça, si on parle des débouchés de ça, notamment, on avait un contrat de recherche avec Belcopter. J'ai contribué à ce niveau-là. Je fais pas partie d'une compagnie, un spin-off à l'Université de Sherbrooke, mais au niveau des recherches qu'on a fait, ça l'a amené des débouchés à ce niveau-là. Après ça, j'ai travaillé beaucoup au niveau de piézoélectricité, donc comment bien récupérer l'énergie vibratoire. Donc, à ce niveau-là, j'ai une contribution quand même intéressante. Et puis, aujourd'hui, là, on va avoir vraiment des contributions super intéressantes avec ce qu'on fait parce je sais pas si je dois aller tout de suite dans cette direction-là. Je vous regarde, c'est bon? Il n'y a aucune mauvaise direction. Je vais peut-être interrompre. Oui. En recherche, il y a beaucoup la publication des études et tout. Niveau publication, est-ce que quand on publie, comment on peut quantifier comment la publication est utilisée par d'autres chercheurs? Comme, je sais pas si ma question est claire, mais est-ce que les publications... Non, je vais me reprendre. C'est le premier podcast. Là. Non, c'est pas correct. Moi, je pensais que tu allais le garder et que tu allais juste continuer. Je trouvais ça drôle, mais bon. Comme niveau publication, le but, je pense, c'est de publier. C'est un peu un objectif en recherche, en tant que chercheur, mais... C'est certain que les contributions, on parle de contributions à la recherche. Donc, les contributions à la recherche au niveau d'un chercheur universitaire, ou comme un chercheur aussi dans des centres de recherche, c'est quoi? Ça se mesure essentiellement par les publications, par aussi l'obtention de brevets. C'est les deux facettes les plus importantes. Après ça, il y a aussi du transfert technologique au niveau des entreprises, qui est un autre aspect qui est important. Donc, c'est tenu aussi en compte au niveau on va parler de performance au niveau d'un chercheur. Moi, souvent, je dis la chose suivante, avec toute honnêteté, il y a des chercheurs, je veux pas nommer de nom, je veux pas mettre l'attention sur des profs plus que d'autres au département, mais on a des professeurs au département qui sont excessivement bons en recherche.
qui sont, vous allez peut-être en inviter dans d'autres podcasts dans le futur. Après ça, il y a des professeurs qui sont davantage au niveau de l'enseignement. Moi, j'ai un profil un peu plus équilibré. Je viens de dire que les autres professeurs sont pas équilibrés. C'est pas ça que je voulais dire du tout. Mais on a chacun notre équilibre. Et puis, moi, c'est ça, j'enseigne, je fais de la recherche. Et au niveau des contributions, c'est ça. Donc, j'ai quelques brevets en collaboration avec d'autres. J'ai des collaborations notamment avec l'Université de Sherbrooke, où donc on a des brevets au niveau liquide magnétorologique, l'utilisation pour faire des embrayages notamment au niveau de l'avionique. Ça, c'est une chose. On a toutes sortes d'applications. Je suis un gars qui est très varié en recherche. On a un contrat sur des systèmes d'immobilisation au niveau des remorques puis des camions tout simplement, donc des cales de roues. Ça peut paraître simple, ça peut être aussi excessivement compliqué. Actuellement, je travaille avec un chercheur à l'Université de Sherbrooke, je m'excuse, sur la course à pied. Donc, vous voyez, je suis excessivement varié. Puis c'est à la fois, honnêtement, aujourd'hui, honnêtement, je vais le dire, c'est un défaut en recherche d'être trop varié parce que plus on est varié, on est moins performant en termes de publication. Et dans le système, on cadre moins bien. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on se pose la question, on se roule en boule dans le coin puis on trouve pas de solution. Et là, actuellement, moi, ce que je fais, je regarde avec les entreprises pour voir comment je peux établir des liens avec l'entreprise. Puis, notamment, actuellement, on est en train de regarder pour des collaborations avec une compagnie super stimulante, super active, Baie-Saint-Paul, Simard Suspension, qui est dans mon domaine en plus. Donc, on parle de suspension de camions, système de direction de camions. Et puis, c'est une équipe super intéressante avec qui on va collaborer dans le futur. Donc, ça intéresse des gens de faire des maîtrises, notamment encore des stages au niveau bac. Ça fait partie des possibilités avec des collaborations privées, publiques comme ça. Yves, t'as trop piqué ma curiosité. Génie mécanique et course à pied. Je veux que tu m'expliques le lien entre les deux. Écoute, Jérémy, je vais en dire un petit peu, mais je fais attention parce que le brevet, on est en instance de brevet à ce niveau-là, puis on est en instance de publier un article scientifique. Là. Je travaillais là-dessus ce matin, justement, là, donc c'est frais. Et puis, il faut que je fasse attention parce que je peux pas divulguer tout. Mais essentiellement, la course à pied, c'est très mécanique, là. Et puis, si je résume ça rapidement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a un bon coureur versus pas un bon coureur? Il y a la technique de course, ça c'est une chose. Beaucoup de personnes regardent ça en physiothérapie, en ergo, ainsi de suite, en kinésiologie. Mais d'un point de vue, essentiellement, c'est quelqu'un qui met un pas au sol, qui a un corps qui est dans les airs. C'est un système finalement de pendule inverse où on est en train de tomber par en avant. Et puis, les recherches dans le domaine, il y a certaines recherches qui ont été faites par des personnes en génie mécanique, mais beaucoup de recherches sont davantage dans des domaines au niveau médecine et physiothérapie. Et on amène un regard sur la dynamique de base de Newton qui est super intéressante, qui ne se limite pas juste à somme des forces égale MA. Ceci dit, je veux pas aller plus loin parce que c'est quand même super intéressant, parce que ça vient indiquer des facteurs limitatifs au niveau d'un coureur. Puis ça pourrait permettre, ce qu'on cherche à faire, c'est de dire, parmi tout le monde que là, qui serait le meilleur coureur? Quelles sont les meilleures caractéristiques? Et puis ça, très honnêtement, là, on peut se poser la question, pourquoi Yves Saint-Amand travaille là-dessus? Donc, si je prends Denis Rancourt, c'était mon directeur de thèse, c'est un collaborateur aujourd'hui de très très près, c'est quelqu'un qui est spécialisé en biomécanique, c'est quelqu'un qui étudie à MIT puis qui m'a enseigné cette notion-là de pouvoir analyser des problèmes qui sont très larges, multidomaines. Et donc, ma collaboration pour moi, c'est vraiment au niveau de la dynamique des corps rigides dans ce cas-là, et qui me permet de collaborer avec lui. Tout l'aspect plus biomécanique, c'est vraiment plus lui qui s'en occupe à ce moment-là. Puis là, on est vraiment dans du multidomaine. Puis la recherche de demain, on s'en va vers ça, c'est l'interdisciplinarité. Et c'est vraiment ce qui aussi, je dirais, j'ai le mot prôné, mais qui est souhaité par les universités maintenant au Québec, au Canada. Dans le monde, je pourrais dire. Tu nous as parlé beaucoup en tant que professeur, les recherches, ton enseignement, mais tu es aussi directeur du département de génie mécanique. C'est quoi exactement être directeur du département? Et directeur du département, en fait, je peux parler un peu de la structure. Donc, directeur du département,
c'est la personne qui s'occupe de la gestion du département. Gestion des ressources humaines, gestion financière du département, qui s'assure de la qualité des cours au sens large. Donc, c'est pas moi qui m'ai mise dans un cours pour dire ça doit être fait comme ci, comme ça, mais de m'assurer s'il y a des enjeux. Je dis tout le temps, quand je me présente avec les premières années, je dis c'est la première fois que je vous rencontre. J'espère fortement que je ne vous verrai jamais dans mon bureau, parce qu'habituellement, quand je vois quelqu'un dans mon bureau, c'est parce qu'il y a une plainte, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Je préfère voir les gens dans le corridor et discuter avec eux autres. Je préfère nettement ça. Donc, c'est vraiment, je suis pas responsable des programmes. Il y a des directeurs de programmes. Donc, la façon dont l'université est bâtie, les programmes sont indépendants et il y a des directeurs de programmes. On a chez nous Philippe Cardou, Nadia Lehoux, Marie-Laure Dano, Moustapha Nourelfat, Augustin Gakwaya, qui sont responsables de chacun un programme, soit au premier cycle ou au deuxième, troisième cycle. Et dans la vie de tous les jours, ce que ça veut dire, c'est que c'est une business, en fait, c'est une entreprise, un département. Pour vous donner une idée de l'ampleur, je pense que je peux vous parler des chiffres, oui, sans problème, j'ai réfléchi, c'est pas confidentiel. On a une enveloppe budgétaire d'assistants d'enseignement par en charge d'enseignement qui avoisine les 350 à 400 000 $ par année. Donc, on offre des contrats aux étudiants deuxième, troisième cycle et premier cycle parfois de l'ordre de 170 000 $ par année. Donc, ces contrats-là, il faut les gérer. Si on a au département plusieurs employés, on parle de 2 personnes au niveau administratif, donc une agente de secrétariat, une technicienne en administration. On parle au niveau personnel technique, 6 techniciens en fabrication mécanique, 2 techniciens en électronique. On a une personne qui est magasinière. On a des professionnels, donc 2 ingénieurs qui travaillent avec nous, plus une personne qui est coordonnatrice à l'administration. Donc, on parle d'à peu près 45 personnes avec les professeurs. Donc, 25 professeurs et une vingtaine de personnes en soutien. Donc, nécessairement, on est dans un monde où l'emploi, vous savez ce que c'est, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Donc, il y a du roulement à l'université comme ailleurs. Et puis, quand il y a des embauches, à ce moment-là, c'est moi qui est responsable de passer les entrevues, notamment, puis de gérer ça. Donc, je fais pas ça tout seul. J'ai une équipe absolument extraordinaire. Quand on engage des profs, c'est fait en collégialité avec les professeurs, c'est voté en assemblée. Mais c'est moi qui chapeaute ces choses-là. Pour quelqu'un qui se lève à 5 heures du matin puis qui se couche probablement à 10 heures, j'imagine que tu fais pas juste des entrevues pour des postes d'assistant de cours. C'est directeur de département, non, il doit avoir quand même quelques autres petites facettes. T'as raison. Et puis, en fait, on passe pas d'entrevue pour les assistants, mais pour les chargés d'enseignement, pour les professeurs, pour les agentes de secrétariat, les techniciens, puis effectivement, les personnes qui travaillent à l'atelier. Donc, on passe des entrevues pour ça. Après ça, il y a toutes les conventions collectives. Je pense qu'il y a 7 ou 8 conventions collectives à l'université. Donc, on doit respecter ces conventions-là. Quand on va, par exemple, je vous donne un exemple, les cours qu'on va mettre à l'horaire en septembre prochain, moi, en février, ils sont mis à l'horaire. Les cours que je mets à l'horaire, je dois avoir des profs pour les donner. Donc, les profs qui donnent les cours, les profs ont une liberté universitaire, ont le choix, pas de choisir, mais ça fait partie d'une discussion qu'on a avec eux. Donc, il faut que j'ai des discussions avec eux pour savoir, OK, l'année prochaine, tu donnerais ce cours-là, c'est-tu correct? Oui. Ce cours-là aussi, ce cours-là, puis avoir une charge équilibrée entre les professeurs en fonction de la recherche qu'ils font, puis en fonction aussi de leurs tâches au niveau, par exemple, de la participation qu'on appelle, s'ils font partie de comités, notamment, et pour qu'il y ait une charge équilibrée. Et donc, déjà là, je suis en train, moi, de penser en septembre 2024. Et là, si j'ai des professeurs qui s'en vont en année d'études de recherche, parce qu'à tous les 6 ou 7 ans, un professeur peut décider de se renouveler. Ça fait partie des privilèges qu'on a, parce qu'on doit être vraiment je dirais, vraiment au cutting edge, là, c'est le mot que j'ai au niveau de ce qui se fait en recherche. Donc, un professeur peut aller dans une autre université pour renouveler ses connaissances. Mais là, pendant ce temps-là, moi, il n'enseigne pas. Donc, ça me prend quelqu'un d'autre pour le remplacer, un charge de cours, un charge d'enseignement, et c'est moi qui gère ça. Ton poste, il semble assez varié, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes le plus de ton travail ou ton métier?
si on prend le tout, on parle pas de directeur de département, là, on parle de la globalité. Moi, quand j'ai arrivé comme directeur de département, j'aurais pu alléger ma tâche d'enseignement d'une façon significative. Avec la COVID, avec les bouleversements qu'on a actuellement, j'aurais pu ne pas enseigner du tout. Pour moi, je suis à l'université parce que l'enseignement, pour moi, c'est prioritaire. Pour moi, c'est la chose que j'aime le plus. La recherche, après ça, la mesure, je suis spécialisé dans la mesure expérimentale. Moi, installer des capteurs, c'est comme un médecin sur un humain. Moi, comme ingénieur mécanique, comme chercheur, j'aime ça installer des capteurs et de voir comment les structures répondent. C'est la deuxième chose. On tombe pas mal au même niveau, ces deux choses-là. Et c'est vraiment ce qui me fait triper, d'analyser des signaux, de regarder de ce qui se passe. Est-ce que je peux détecter comment la structure se comporte à partir de capteurs? Ça, c'est aussi parmi les choses que j'aime le plus. Je veux pas trop jouer l'avocat du diable, mais j'imagine que c'est pas trop dans les tâches des directeurs de département d'instrumenter des structures pour analyser leur contenu fréquentiel. Comment est-ce qu'on jongle avec ça? Ce plaisir-là vraiment pour le génie mécanique, puis aussi après ça de venir mettre par-dessus une couche de gestion en tant que directeur de département. On change l'orientation sur nos temps libres, tout simplement. Les fameux temps libres. Ben, moi, je vais continuer. Est-ce que tu auras un exemple? On sait qu'il y a les turbines dans le labo, turbines hydrauliques. Est-ce que c'est un exemple d'instrumentation sur une machine? Oui, puis ça, je suis content que tu poses la question parce que c'est notre dada actuellement. J'ai 3 étudiants actuellement que je co-supervise aux études graduées. Alexandre qui est au doctorat, Benoît qui est au doctorat et puis Olivier qui est à la maîtrise. Et puis, ce qu'on est en train de faire, puis on a une équipe qui est beaucoup plus large que ça avec Sébastien au département, Sébastien Aude qui est professeur en hydraulique, Yvan Maciel aussi qui était professeur en hydraulique. Moi, je suis arrivé dans ce projet-là. Je veux vraiment revenir à la base, je m'excuse. On a des infrastructures à l'Université Laval, le département de génie mécanique, qui sont uniques au Canada au niveau universitaire pour les essais au niveau des turbines hydrauliques. Donc, si je prends par exemple une turbine qui est installée, qui produit l'électricité, de l'hydroélectricité à Manic, par exemple, on peut avoir une turbine, on les appelle des turbines Francis. C'est des turbines qui ont 14 pieds de diamètre. Donc, on appelle ça des prototypes, parce que on les fait à un seul exemplaire. Chaque turbine dans chaque groupe, elle est unique. Maintenant, ces turbines-là, quand on veut étudier leur comportement, on comprend ces installations-là, c'est pas facile. Fait que faire des essais là-dessus, c'est excessivement difficile. Donc, le travail de recherche en hydraulique, vous avez fait vos cours de mécanique des fluides, donc vous savez les nombres adimensionnels et tout ça. Donc, on travaille dans des échelles plus petites. Donc, on a des lois qu'on appelle des lois de similitude. Et là, on travaille, puis on est capable de recréer en hydraulique exactement les mêmes comportements, mais dans des turbines qui ont peut-être 14 pouces de diamètre. Donc, un facteur 12 de réduction. Et là, on a exactement les mêmes comportements hydrauliques. Et donc, on appelle ça des systèmes qui sont homologues. Et on a un historique de recherche à ce niveau-là qui est absolument fabuleuse. On a eu Claire Deschênes notamment, il y a Sébastien Aude qui a pris le relais au niveau de ce laboratoire-là. Et il y a 5 ans, on m'a approché parce que là, les besoins étaient les suivants. Non seulement on voulait comprendre la performance des turbines, les simuler au niveau modèle, donc 14 pouces de diamètre, mais on voulait en plus regarder comment ça vibre, cette affaire-là. Parce que le problème, au niveau de la durabilité, c'est les vibrations. Le système vibre, puis quand ça vibre, ça finit par casser. Donc, pourquoi ça vibre? Dans quelles conditions que ça vibre le plus? Et là, moi, je suis rentré dans ce projet-là, et là, c'est un défi absolument extraordinaire, parce que là, bon, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a eu l'idée de dire, ça ne s'est jamais fait dans le monde, on va caractériser le comportement de la structure pendant que ça tourne. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée piézoélectrique. On va installer des patchs piézoélectriques sur la turbine. On va injecter des vibrations. Et là, des patchs, en fait, c'est des plaques, simplement qu'on colle. Et ça, on est capable de générer du mouvement. Et on n'injecte pas beaucoup de quantité d'énergie. On a un système de 250 kW. C'est énormément d'énergie, alors qu'au niveau de l'injection d'énergie au niveau des piézoélectriques, on parle en bas de 5 mW. On injecte très, très peu d'énergie.
on mesure la réponse, on est capable de voir comme un médecin, on est capable de voir comment se comporte la structure. Et là, pourquoi c'est super flyé? C'est parce que ça tourne, cette affaire-là. Puis pendant que ça tourne, à fonction de la vitesse de rotation des régimes hydrauliques, la réponse peut changer. Fait qu'on est capable de caractériser in situ ce qui se passe. Et pour moi, c'est pour ça que je disais tantôt, en termes de contribution, on est là actuellement, puis c'est vraiment quelque chose qui est absolument extraordinaire. Puis là, ça tourne. Donc, comment on fait pour mesurer ça? Comment on fait pour extraire les données de ça? Et là, il y a du bruit, il y a toutes sortes de choses vraiment intéressantes. C'est un défi vraiment super intéressant. Puis c'est un projet qui est fait avec les plus grands manufacturiers dans le monde. Au niveau des machines hydrauliques, on parle d'Endritz, de Voith, de GE. On parle aussi ce qu'on appelle les Hydro-Québec, ici au Québec. Donc, Électricité de France, Vattenfall, donc c'est vraiment un projet qui est international. Puis on a ça ici, à l'Université Laval, donc c'est vraiment super intéressant. C'est absolument fascinant. Moi, honnêtement, ce qui me venait en tête immédiatement, tu parles que c'est vraiment une fierté pour le département. Y en a-tu d'autres, des fiertés comme ça? Nous, le podcast, on veut vraiment mettre en valeur ces genres d'installations-là dans l'université, les projets de recherche. Puis je serais vraiment curieux de savoir s'il y en a d'autres. Il y en a plusieurs autres et je voudrais pas en oublier, mais si je vais dans les gros groupes de recherche, on parle de Clément Gosselin qui a un lab de robotique et où on a 3 autres professeurs en robotique. Si je prends Clément, par exemple, il y a un H-index qui est de 100, ce qui signifie que 100 de ses publications qui ont été citées 100 fois. C'est une sommité dans le monde au niveau de la robotique. Donc, ça, c'est un exemple. Et non seulement il y a lui, mais il y a aussi Philippe, Alexandre, Patrice qui complètent le groupe puis qui sont en train aussi de développer énormément à ce niveau-là. Ensuite, on a, au niveau génie industriel, on a le groupe Forac qui est très, très actif dans le monde forestier au niveau du génie industriel. On a après ça, je creuse là, je m'excuse en faisant le tour. On a après ça des initiatives qui sont moins, je dirais, on parle de groupes de professeurs dans ce que je venais de nommer, mais il y a plusieurs initiatives de un simple professeur au département qui est en collaboration avec d'autres. Et là, je pourrais nommer l'ensemble des professeurs ensuite qui ont toute une contribution qui est significative. Puis de plus en plus, au niveau du développement durable, on prend André, tu as parlé d'André Bégin-Drolet pour qui tu vas faire ta maîtrise, qui est dans le domaine éolien au niveau du dégivrage. Et puis ça, après ça, je pourrais aller au niveau des systèmes thermiques. Donc, je pourrais y aller sans arrêt. On a Louis Gosselin qui fait énormément de recherches au niveau du génie du bâtiment, qu'on appelle le génie du bâtiment durable. Et je pourrais continuer comme ça encore en épuisant la liste de l'ensemble des professeurs. Moi, je vais aller dans un tout autre ordre d'idée. C'est super intéressant d'en apprendre plus sur le département de génie mécanique à Laval. Nous, on est dans la cohorte qui a un ancien programme. T'es au courant, t'es directeur du programme, mais il y a un nouveau programme que les nouveaux ont. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce programme-là? C'est quoi la différence avec notre programme, notre cursus un peu qu'on a eu? Oui, ben tout à fait. Écoute, on a un programme, donc le programme de génie mécanique. Les programmes de génie mécanique sont tous agréés au Canada par un organisme qui est le Bureau d'agrément des programmes. Puis c'est nécessaire pour pouvoir former des ingénieurs puis pour pouvoir après ça accéder à l'Ordre des ingénieurs du Québec. On s'est posé la question, on a eu l'arrivée des qualités, notamment, qui étaient imposées par le bureau d'agrément, qui est une bonne chose pour non seulement former en connaissances, mais former aussi en compétences. Et ça faisait longtemps qu'on avait l'idée de changer le programme puis de mettre plus à l'avant les projets. Donc, on a fait de la place dans le programme en éliminant certains cours qui étaient importants dans le passé, qui devenaient moins importants. Et puis, on a dit, on va faire plus de place au niveau des projets, puis permettre des projets qui sont très flexibles, qui permettent, entre autres, aux projets étudiants, projets techniques, d'inclure une partie de leur projet dans leur cursus de formation, tout en étant appuyé par des professeurs. Donc, on a mis en place un programme où il y a 6 cours de projet durant l'année 2, l'année 3, l'année 4, ce qui permet d'appliquer plus. Donc, l'application avant était davantage dans les cours. Maintenant, elle est explicite dans une série de projets, puis ça donne beaucoup de flexibilité. Et c'est très apprécié jusqu'à maintenant de la part des étudiants là, qui sont dans ce programme-là.
Puis est-ce que tu penses que ça va mieux préparer les étudiants au marché du travail en ingénierie, justement, d'avoir des cas plus pratiques à l'école? C'est sûr que des cas pratiques, c'est toujours bon. Est-ce que ça les prépare mieux? C'est une question super difficile que tu me poses là parce que on peut former, pour moi, on peut former des étudiants de 2, 3, 4 façons. Puis au bout de la ligne, leur compétence va dépendre de comment ils vont s'être impliqués dans leur apprentissage. Donc, ça m'amène à... Je vais dériver un peu de ta question, puis je vais revenir sur ta question. On dit, pour moi, la chose la plus importante qu'un étudiant doit comprendre quand il fait, peu importe le programme de formation, ça peut être en musique s'il veut, c'est dire, c'est pas juste le programme de formation qui va faire en sorte que je suis bon. C'est la même chose dans les équipes sportives. C'est pas parce que j'ai des entraînements, si je me présente à l'entraînement, je vais devenir bon. Si je fais un entraînement de soccer, je vais devenir bon au soccer. Non, c'est comment je fais cet entraînement-là, puis qu'est-ce que je fais en dehors de cet entraînement-là. Donc, en ce sens-là, il y a plusieurs façons de former pour moi. Si on est capable de motiver quelqu'un pour qu'il se forme, qu'il soit intéressé dans un cours, on n'a peut-être pas besoin de projet s'il en fait en dehors. Mais où on a trouvé une plus-value d'aller de cette façon-là, c'est d'amener des projets puis de trouver un intérêt pour dire on va faire des projets. Ils sont encadrés et ça, on pense que c'est préférable, qu'on va aller chercher plus de motivation et en ce sens-là que la formation va être meilleure. Est-ce que la formation est meilleure qu'avant? Si on a des personnes intéressées, pour moi, c'est l'équivalent au bout de la ligne. Mais je pense qu'on trouve une meilleure façon de motiver les personnes qui s'inscrivent, définitivement. Si je te reprends dans tes propres mots, dans le fond, elle est peut-être pas meilleure, mais elle est plus intéressante. Si je peux comprendre, le cursus est plus attrayant pour quelqu'un, mettons, qui arrive en première définitivement. année. Il va être plus exposé à des problèmes réels rapidement. C'est ça, tu peux y aller là-dessus. Tout à fait. Je pense qu'il est plus attrayant. Pour certains, il est plus attrayant. Peut-être pour d'autres, il est un peu moins. Mais globalement, je pense que c'est du positif, définitivement. On peut glisser peut-être une petite parenthèse à ce niveau-là. Je sais à ce qu'on soit pas trop le centre d'attention, mais pour avoir fait partie beaucoup d'un projet étudiant, l'avion cargo, faut tellement pas négliger à quel point c'est important de faire des choses concrètes de ses propres mains. Puis souvent, je pense que la difficulté des élèves, c'est de se rendre compte que les problèmes du quotidien, c'est beaucoup de petits problèmes plus que des gros problèmes en soi. On donne souvent la loi du 20-80 ou 80-20, dépendamment de comment est-ce que le monde le voit. La loi de Pareto. Comment? La loi de Pareto. La loi de Pareto, exact. J'ai regardé sur Internet. Exact, la loi de Pareto. Non, mais vraiment, c'est de venir voir ça puis de comprendre ça. Puis de se familiariser avec ça. Puis je pense que c'est là que ça donne un bagage qui est utile sur le marché du travail parce que souvent, on nous donne des tâches qui, on se dirait, crime, on aurait pu les faire même sans baccalauréat, mais on se rend compte qu'on a des outils pour faire communément qu'on appelle du débogage. C'est du essai-erreur, faire un diagnostic, avoir une idée claire en tête de comment est-ce qu'on peut résoudre un problème. Et je pense que des fois, si ça peut venir pallier ça, là, ce cursus-là, c'est vraiment intéressant pour les nouveaux étudiants. Tout à fait. Puis c'est clair que le transfert de la connaissance à la compétence, ça passe par l'application. Et l'application, qu'elle se fasse pendant les cours, qu'elle se fasse en dehors des cours, elle doit se faire. Donc, effectivement, en ce sens-là, aujourd'hui, le programme force cette application-là. Puis, dans ce sens-là, c'est bénéfique. C'est certain qu'on a dû couper un peu dans certaines connaissances, mais je pense que globalement, c'est tout à fait bénéfique. Ouais, je pense que l'université donne les outils aux étudiants, mais c'est aux étudiants d'en faire qu'est-ce qu'ils veulent pour apprendre leur propre apprentissage. Puis, Jérémy, t'as quelque chose à dire? Moi, j'ai un petit quelque chose parce que dans le fond, on planifiait à te demander qu'est-ce que tu veux le plus inculquer à tes étudiants. Mais je pense sincèrement que ça répond à la question, puis en étudiant plus son parcours, on a appris à comprendre que c'est la curiosité au final, de ce que je comprends bien. Tu veux que les étudiants soient portés eux-mêmes à crime. Pourquoi ça marche comme ça? J'aimerais ça le savoir puis apprendre eux-mêmes à le faire. Tu peux peut-être me corriger à ce niveau-là? Non, tu as tout à fait raison. La curiosité, c'est primordial. Puis la curiosité, ça vient avec un autre élément pour moi, parce que mes cours sont vraiment basés là-dessus. C'est, pour moi, quelqu'un qui réussit les cours, c'est quelqu'un qui a compris. Et pour moi, la compréhension avec la curiosité, ça vient effectivement de pair. Puis cette curiosité-là, puis cette compréhension-là, ça va bien au-delà des cours. C'est que si on est capable d'inculquer ça, après ça, t'arrives chez toi, t'as un problème, ton échangeur d'air marche plus,
ben si tu as la curiosité d'aller chercher l'information, tu es peut-être capable de régler le problème toi-même. Et c'est vrai dans les problèmes donc personnels, c'est vrai dans les problèmes d'ingénierie. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental, qui sont des deux qualités, donc la curiosité et la compréhension, qui est absolument essentielle. Puis effectivement, pour moi, c'est primordial. Sur le sujet des portes ouvertes, il y a des portes ouvertes à l'Université Laval qui s'en viennent le samedi 11 novembre. En ce moment, on est le mercredi. Donc, je sais pas quand le podcast va sortir, mais à propos des portes ouvertes, est-ce que tu aurais un conseil pour un futur étudiant en génie mécanique ou en génie en général? Plusieurs conseils, je pense. Un des choses, donc un nouvel étudiant qui arrive, une nouvelle étudiante qui arrive, il y a plusieurs profils qui rentrent en génie. En fait, tous les baccalauréats, il y a plusieurs profils qui rentrent, puis on sait pas, on est très jeune quand on rentre aux études, on sait pas nécessairement pourquoi qu'on va dans ces études-là. Puis, il faut se donner du temps. Si on va, par exemple, je prends génie mécanique parce que c'est ma spécialité, aujourd'hui, on remarque que les personnes réagissent très, très vite en disant « Ouf, ça fait 3 semaines que j'étudie là-dedans, j'aime pas ça. » Et puis ça, c'est pour moi, 3 semaines, c'est rien. C'est absolument rien dans une vie. On n'a pas de recul par rapport à ce que c'est exactement. Puis, il faut pas se le cacher. Il y a des il y a des outils qu'il faut apprendre avant de pouvoir faire du génie mécanique à proprement dit. Et puis à ce moment-là, il y a des cours de maths, il y a des cours de matériaux, il y a des cours de programmation, il y a des cours de physique, statique, dynamique. Et là, après ça, une fois rendu en 2e année, là, avec les cours de projet notamment, là, il y a plus d'applications qui arrivent, puis ça prend un certain temps. Il faut se donner ce temps-là. Donc, moi, si je me mets, est-ce que j'aimais ça après 3 semaines de bac en génie mécanique? J'aimais ça, j'aimais les maths, mais est-ce que je faisais du génie mécanique? J'avais pas dit encore c'est quoi le génie mécanique parce qu'on n'en faisait pas à ce moment-là. Donc, il faut se donner du temps. Il y a des cours qui sont un peu plus mécaniques, mais ça prend un certain temps. Il faut avoir confiance qu'après ça va nous mener quelque part et qu'on va avoir quelque chose d'intéressant à faire après. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de se donner le temps. Deuxième chose, faut pas se le cacher, là, un bac en génie, là, c'est dur. Il faut étudier, il faut travailler. Le conseil que je donne, dans tous les cours que je donne, c'est de lire la matière avant d'arriver au cours. Puis de lire la matière, ça veut pas dire de tout apprendre avant, mais au moins d'avoir une idée de ce qui va être enseigné, aller chercher un intérêt, puis être éveillé pendant qu'il y a un enseignement magistral notamment. Ça aide, c'est vraiment très, 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 très bon. Donc, je dirais que c'est les 2 conseils que j'ai pour un nouvel étudiant ou une nouvelle étudiante qui arrive, qui commence. Et de se mettre à jour aussi. Moi, je dis tout le temps aussi, pour moi, quand je regarde là, on est au mois de novembre. Moi, quand je regarde le mois de mai, c'est demain matin. Hein. Je suis déjà en mode panique si j'ai quelque chose au mois de mai que je suis pas capable de voir comment je le rends dans l'horaire. Alors que quand on a une vingtaine d'années, Noël, c'est dans 3-4 mois. C'est loin. Mais moi, Noël, c'est hier. Donc, la perception du temps, c'est super important d'être à jour. La clé, elle est là. C'est l'éthique de travail. C'est ça qui fait en sorte qu'on réussit bien les études universitaires. Je trouve que la méthode que tu viens de parler de lire avant, Jérémy, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup ça. Puis moi, c'est une méthode d'étude que j'avais pas vraiment avant. Puis j'ai développé ça. Je pense que l'amitié à l'université, ça aide justement c'est pas juste des amitiés en dehors de l'école, ça peut être des amitiés qui t'aident à l'école aussi, qui te supportent. C'est clair. Elle t'amène un point qui est vraiment super important. Puis, c'est une des choses que la COVID, on met beaucoup de choses sur le dos de la COVID, mais il y a une chose qu'on peut véritablement mettre sur le dos de la COVID, c'est les relations sociales qu'on avait avant la COVID, qu'après, c'est beaucoup plus difficile. Moi, si je recule avant la COVID, on voyait beaucoup de personnes se réunir, étudier ensemble. Étudier ensemble ne veut pas dire étudier puis être constamment en échange, mais c'est dire on étudie ensemble, mais quand on a un problème, on pose la question. On voit qu'on n'est pas le seul à avoir ce problème-là. Donc, ça au niveau moral, c'est super bon, là. Parce que si j'ai de la misère sur un problème, il y en a probablement beaucoup d'autres qui ont le même problème. Donc, s'aider, comprendre les autres qui ont les mêmes difficultés que nous, c'est super important. Puis ça malheureusement avec la COVID, c'était difficile. Puis on a encore des générations qui arrivent qui sont moins habituées. Donc ça, c'est un autre conseil que je peux donner, d'essayer de faire des travaux. On pense que c'est pas efficace, mais au bout de la ligne, ça devient efficace parce que
on apprend mieux ensemble. Puis, tu as parlé de difficultés liées à la COVID, mais au niveau des difficultés, y a-tu un cours, toi, durant ton cheminement scolaire ou ton bac, t'as eu le plus de difficultés? Un cours, plusieurs cours. En fait, c'est super intéressant ce que je veux dire là. C'est, écoute, je m'en cache pas, je le dis à certains étudiants, mais je vais le dire à tout le monde aujourd'hui. Ce qui est super intéressant, c'est que il y a 3 cours dans le bac que j'ai eu vraiment plus de difficultés que les autres. Puis, vous pouvez essayer de deviner c'est lesquels. Vous allez être assez surpris. C'est définitivement les 3 cours que tu enseignes, ou ben du moins dans les mêmes lignées. Là. C'est tout à fait les 3 cours que j'enseigne. Cours de dynamique de vibration. Le 2e examen, tous les étudiants le trop dur. J'allais trouver pas seulement dur, je me suis planté solidement. Le cours de commande, j'ai trouvé ça excessivement difficile au niveau conceptuel. Le cours d'éléments de tension de puissance, les engrenages puis les freins, j'ai trouvé ça excessivement difficile aussi. Puis je pourrais ajouter à ça les cours de maths. Bon, ça, c'est des cours où je me suis planté. Mais les cours de maths, les nombres complexes que j'enseigne aujourd'hui, qu'on utilise, ça fait partie de la matière que j'ai trouvé le plus difficile dans le bac. Donc, c'est quand même intéressant. C'est vers là que je me suis aligné parce que j'ai travaillé tellement fort pour comprendre ça, finalement. Puis, ayant eu de la difficulté à comprendre ça, je comprends la difficulté que les gens peuvent avoir à comprendre ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des outils. J'essaie de mettre des outils en place puis des façons d'enseigner qui permettent de dire, OK, on sait où on s'en va avec ça. Mais c'est normal que ça soit difficile. On n'a pas le choix. Puis en fait, si tout était facile, c'est qu'on n'aurait pas besoin d'étudier. T'sais, si on a un exercice dans le sport, puis on le fait, puis on le réussit première chose, parce que c'est un mauvais exercice, t'apprends rien avec ça. Donc, au niveau des études, c'est la même chose. Si c'est des exercices que tu fais automatiquement, c'est parce que c'est des exercices qui sont trop faciles. Donc, c'est ça. Fait que c'est les cours que j'ai trouvé le plus difficile. C'est quand même drôle parce que aujourd'hui, je faisais des blagues avec un de mes amis, puis on se disait que Yves Saint-Amand, c'était probablement la seule personne qui avait déjà été dans le domaine de la place pour de vrai. Puis savoir que tu as des difficultés avec les nombres imaginaires pis ces concepts-là, c'est quand même drôle parce qu'aujourd'hui, la perception des étudiants, c'est que Yves Saint-Amand, tu lui parles de n'importe quoi qui est des nombres imaginaires ou des concepts qui sont somme toute assez difficiles à comprendre. C'est comme une référence, une sommité totale. Fait que c'est super intéressant de savoir que même pour toi... Oui, puis même encore aujourd'hui, il faut se dire les vraies choses. Quand plus on apprend, plus on sait des choses. Puis c'est pas souvent on le lit dans il y a plusieurs gens qui le disent. Puis c'est pas juste un terme à la mode. Plus on apprend, moi plus j'apprends, plus je m'aperçois que je connais absolument rien. Parce que l'univers de ce que je comprends qui existe s'agrandit à chaque fois que j'apprends quelque chose. Finalement, en relatif, je m'aperçois que je régresse au lieu. Alors qu'en absolu, bien sûr, je m'améliore, mais puis c'est clair pour moi, tu sais, on dit souvent la personne qui devient compétente dans un domaine, c'est la personne qui a fait des erreurs. Donc, quand vous voyez quelqu'un, vous dites cette personne-là est bonne, c'est parce qu'elle a fait des erreurs, elle s'est plantée, elle a appris des choses. Puis ça, c'est super bénéfique. La chose importante, c'est que si tu as une erreur, si tu te plantes, il faut t'apprendre de quoi de ça. Que ce soit dans un échec dans un examen, que ce soit dans un problème en préparation, que ce soit dans le sport. Si tu apprends quelque chose avec ça, tu grandis, tu deviens meilleur. Puis c'est la clé. Hein. Je me permets de résumer. On est parti sur une petite tangente, mais j'aime ce qu'on disait initialement. 3 conseils pour quelqu'un qui va rentrer au bac. On va dire, pas se faire une idée trop tôt. On va dire, fais-toi des camarades. Tu sais, prends le temps de développer ton réseau de contacts. Te faire des amis. Tu sais, tout le monde est dans le même bateau. Puis l'autre, c'était faire ses lectures à l'avance, être à son affaire, puis prendre le temps peut-être d'essayer de s'auto-piquer la curiosité. Oui, puis effectivement, puis d'aller chercher la curiosité, non seulement dans ce qui est fait, puis c'est certain que l'horaire est occupé, mais si, à un moment donné, il y a des domaines qui est un peu plus intéressants, puis pas hésiter d'aller lire un peu, à un moment donné, il y a une conférence qui est présentée, puis d'aller voir cette conférence-là à l'université pour voir ce qu'il y en est, pour voir ce que cette personne-là a dit, puis parfois, c'est des petits éléments qui vont faire allumer, ils disent, oh, c'est intéressant, ça, je vais creuser un peu plus loin, à un moment donné, vous allez trouver votre voie, puis vraiment ce qui vous intéresse. C'est quand même drôle, encore une petite parenthèse, non, mais on entend tellement souvent les étudiants au baccalauréat qu'initialement, ils font un cours, ils ont une expérience, plus ou moins qui est dans leur intérêt, on va dire ça, là, mais puis finalement, ils se retrouvent plus tard dans le bac, ils retouchent à ça, puis ils ont complètement un coup de cœur.
Puis, tu sais, c'est vraiment, on voit ce pattern-là se répéter vraiment souvent. Tu sais, c'est quand même assez phénoménal, là. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Est-ce que le fait d'avoir eu des difficultés dans ces 3 cours-là, t'as voulu un peu, en les enseignant maintenant, puis en tant qu'étudiant, on adore ton approche pédagogique, on te le répète souvent, mais est-ce que t'as voulu redonner au suivant, on va dire, t'as eu de la difficulté dans ce domaine-là, je veux aider les étudiants à, on va dire, aimer ces matières-là? Ben, c'est clair que oui, je vais prendre la question directement. Oui, c'est clair que ayant eu des difficultés, ben tu vois les pièges, tu vois les problèmes, puis tu comprends aussi que c'est pas facile. Puis pour moi, la plus grande crainte que j'ai comme professeur universitaire, c'est d'arriver à ma retraite dans plusieurs années, c'est encore très loin, puis d'être déconnecté, parce que veut pas, plus on avance, plus on a des compétences, plus ça devient facile. Et plus c'est facile, le danger, c'est de prendre pour acquis que les personnes qui arrivent à 19, 20 ans dans le baccalauréat, 21 ans, des fois plus âgés, ben ils ont évolué eux autres puis ils comprennent plus. Mais non, c'est le même niveau. Donc, c'est vraiment ça de rester groundé. Et c'est vraiment ça sur le point sur lequel que je travaille puis que je souhaite sincèrement que dans 15, 20 ans, que je vais être capable de rester groundé à ce niveau-là. C'est vraiment super, super important parce que veut pas, pour moi, le point le plus important, c'est que les personnes à qui t'enseignes soient intéressées, soient motivées, puis que ça reste accessible. Si c'est inaccessible, c'est là qu'on perd la motivation, puis c'est là que on joue plus notre rôle, je pense, de professeur. Excellent. Je sais que le temps s'étire un petit peu. On remercie vraiment les auditeurs qui sont restés jusqu'à ici. On espère que vous aimez ça jusqu'à présent. Pour finir, je pense que moi, il y a vraiment une question là qui me reste au bout des lèvres, puis c'est pourquoi on devient directeur de département? On pourrait aller sur le marché du travail, on pourrait aller faire justement, tu sais, tu nous parlais tantôt d'instrumentation, mais somme toute, à la fin de la journée, tout ce qui t'intéresse, c'est de motiver des étudiants, c'est d'améliorer le cursus, je serais vraiment curieux de savoir tes motivations à ce niveau-là. Moi, je vais renchérir. T'es vraiment un professeur et directeur qui est proche, puis qui promouvoit, il veut le développement de ses étudiants. Justement, comme le projet du podcast un peu, tu nous as beaucoup supporté. On te remercie grandement pour ça. Mais justement, la question à Jérémy, c'est quoi l'objectif dans ton directeur que... En fait, pourquoi je suis devenu, c'est parce que j'ai perdu à la courte paille. Et puis, je blague. On devient directeur de département. Pourquoi? En fait, le poste de directeur de département, c'est occupé habituellement par un professeur. Tous les professeurs qu'on a dans le département habituellement, on ne vient pas comme professeur parce qu'on veut être un administrateur, parce que le poste de directeur de département, c'est un poste d'administration. Pourquoi que j'ai été comme directeur? La première fois qu'on me l'a proposé, j'ai refusé. C'était en août 2020. Finalement, j'ai regardé la situation, puis c'est je pense, en septembre ou octobre que finalement, j'ai dit pour le bien du département, je vais aller directeur. Puis quand je dis pour le bien du département, c'est que j'ai regardé, il y en a d'autres professeurs qui seraient absolument extraordinaires comme directeur. Mais dans la carrière où on est situé, je me suis dit, ce qui va faire le moins de dommages, c'est que moi, je prenne ça pour acquis. Pas pour prendre ça pour acquis, mais que je prenne ce rôle-là, puis que ça va avoir un effet sur mes recherches. Mais globalement, le département va continuer à rouler comme il le faut. Je pense que c'est intrinsèque. On n'a pas... pour moi, la question, ça va faire très... je vais citer le Kennedy qui disait « Demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. » Pour moi, c'est une phrase qui m'est toujours restée. Je me pose pas la question dans la vie ce que la société peut me donner, ce que les gens peuvent me donner. Je me demande ce que je peux donner. Et pour moi, c'est un autre conseil. Je pense qu'on devrait penser beaucoup plus comme ça, tout le monde. Que la société irait beaucoup mieux. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison plus raisonnée en arrière de ça. Et puis, c'est clair que pour moi, j'ai été étudiant ici en 93, 97 au bac. J'ai vu l'évolution des choses. Je vois l'évolution qu'on peut avoir. Puis, quand je vois des initiatives, les projets étudiants, je vois Génie UL, je vois Entre Génie, le podcast, puis je vois un paquet de ça, puis on voit, je veux dire, la jeunesse qui est là, puis qui reprend la société, qui a un paquet d'initiatives. C'est super motivant, donc pourquoi que je ne donnerais pas un coup de main là-dedans?
c'est un peu pour ça que je suis allé vers ça. On n'a pas de vidéo en ce moment, mais en fait, on est dans la salle de conférence du secrétariat, puis on est entouré complètement des photos de profil de tous les directeurs de département qui sont passés. Dirais-tu que tu te sens redevant envers eux? Et puis, est-ce que tu vas ressentir le devoir accompli lorsque quand tu vas quitter, le département va être à ton goût, tu sais, je veux dire, à l'image de ce que tu veux enseigner puis inculquer aux étudiants? C'est une très très bonne question. Je pense que c'est une affaire qui est collective aussi. Tu sais, je veux pas, pour moi, je vais le répéter, on a une équipe de professeurs qui est vraiment super, vraiment excellente. On a plusieurs projets qu'on met de l'avant de plus en plus. Et puis, j'ai perdu le fil. C'est quoi la question? Est-ce que tu te sens redevant envers les anciens directeurs de département ou ceux qui ont contribué à ton parcours professionnel? Chacun a une vision un peu différente de quand son directeur qui veut l'apporter au bac. Ouais, c'est une bonne question. Et je vais être honnête parce que je regarde les photos autour de moi puis j'en ai connu quelques-uns là-dedans, les plus récents qui sont là, donc Monsieur Lemay, Monsieur Ruel, Monsieur Cardou, Alain Cardou, Monsieur Cloutier, c'est ceux que j'ai connus, Monsieur Kretschmer aussi. Mais très honnêtement, comme étudiant, j'ai pas vu exactement ce qu'il en était de leur contribution au niveau départemental. Donc, j'ai de la misère à me situer par rapport à ça. Mais c'est clair que, si on prend les 20 dernières années que j'ai vécu comme professeur, ça fait 18 ans que je suis ici, 19 en fait. Puis, c'est clair qu'il y a eu un gros travail de fait sur l'amélioration de la qualité de la formation au baccalauréat. C'est vraiment les efforts qui ont été mis, bac en génie mécanique, bac en génie industriel. Puis c'est dans cette veine-là que je continue aussi, puis que pour moi, les éléments qui sont manquants là-dedans, c'est effectivement intéresser les étudiants, les motiver là-dedans, parce que pour moi, on a un rôle, mais notre rôle est beaucoup plus facile si les étudiantes sont motivés et intéressés. Ça devient facile de leur enseigner. Je pense que dans le passé, on a moins travaillé ça un peu. Puis c'est vraiment, je pense, la plus-value qu'on peut apporter maintenant. Est-ce que tu penses qu'il y a une meilleure proximité entre professeurs, étudiants, ou même toi qui es tout le temps disponible pour ces étudiants? Je pense que oui. Je me recule dans mon temps. Tes années. Dans les années 90, définitivement, où il y a une proximité, puis cette proximité-là est bonne. Puis j'ajoute une chose, cette proximité-là aussi, pour moi, devrait être aussi avec les entreprises. Donc actuellement, elle est étudiante entreprise d'une certaine façon, professeur entreprise, mais d'avoir cette proximité-là conjointe, d'avoir dans le futur des activités qui relient ces trois niveaux-là, ça peut être vraiment intéressant. Donc, on parle de projet de développement, je veux pas annoncer rien, mais il y a des réflexions qui sont faites à ce niveau-là. On pourrait continuer longtemps, je pense, mais Yves, merci beaucoup d'être venu au podcast. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est super intéressant, je pense. J'espère que les auditeurs vont apprécier. Et puis, un grand merci encore. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci.